Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. L'association Les Tralala de la Mazra est heureuse de recevoir Mathieu, avec qui on travaille déjà sur des sorties botaniques dans le Marais. On a fait des ateliers de jardinage aussi. Donc aujourd'hui, Mathieu vient nous raconter, nous conter le Marais. Et je pense qu'on a tous à apprendre beaucoup de ce territoire qu'on voit souvent mais qu'on ne connaît pas forcément très bien. Donc j'ai confiance en Mathieu pour nous faire découvrir tout ça. Et il va vous expliquer les règles du jeu. Et puis si vous voulez, évidemment, il y a des petits trucs à grignoter, des petits trucs à boire. Vous pouvez vous lever pendant qu'il parle, discrètement, en passant devant la caméra pour embêter l'homme là-bas. Et puis ça va faire une jolie soirée. À toi Mathieu. Merci Guillaume. Bon, je vais déjà essayer avec la visière, puis vous êtes assez loin, donc je verrai, peut-être qu'à un moment je vais craquer parce que j'ai un écho monstrueux là. Merci à vous tous d'être venus, si nombreux, ça me met un peu la pression. Voilà, donc je m'appelle Mathieu, je suis... Allez, on va y aller sans trop de prétention, mais j'ai 40 ans d'expérience de Marais Poitevin. Ça fait depuis toujours, depuis que je baigne là-dedans en bon maraîchin, que j'infuse dans le Marais Poitevin, qui est une espèce de caricature ou de choses très expansives sur nos relations à la nature, notre relation à l'eau, la politique, la géopolitique. Enfin, c'est un territoire qui me fascine depuis toujours, en écoutant parler les anciens, en essayant de recevoir leur vie, leur culture. Et puis en me rendant compte que beaucoup d'écoles, beaucoup de futurs ingénieurs viennent faire des stages d'études dans le Marais pour comprendre des études de cas, comment ça marche. Alors le Marais Poitevin, tout de suite je vais dégonfler le ballon du nombrilisme, c'est un petit peu comme partout ailleurs. Souvent quand je promène du monde en bateau, des montagnards notamment, quand je leur raconte mon Marais, ils me disent « Ah, mais c'est comme chez nous, on a les mêmes problèmes dans les estives, les alpages, les fermetures de sentiers, les bourgs qui se vident. » Enfin, voilà, et on se retrouve beaucoup. Donc il n'y a rien d'exceptionnel dans le Marais, mais c'est un très bon cas d'étude. Et du coup, je me rends compte que quand moi, ces 100 000 hectares de Marais Poitevin, ils m'intéressent énormément. Et quand j'en parle avec mes voisins du village, je me rends compte qu'ils le connaissent bien dans leur commune, un petit peu dans les communes des alentours, mais jusqu'à la baie de l'Aiguillon ou jusqu'à la source de la Sèvre, là, oui, ils y sont allés une fois ou deux, oui, puis c'est aléatoire et tout ça. Et donc pendant de nombreuses années, pendant mes études et puis pendant mes nombreuses années de militantisme avec des associations de protection de la nature, je le revendique, il y a une étiquette derrière, il y a une façon de voir le monde. Eh bien, j'ai rencontré plein de personnes qui ont consacré leur vie militante à ce Marais et qui m'ont appris énormément de choses. Et puis je compte bien en apprendre avec vous ce soir aussi en partageant nos points de vue. Je ne suis pas là pour vous descendre une information massive et un point de vue très strict, mais plutôt pour échanger avec vous. Alors dans ce cadre, on a fabriqué un outil avec l'association La Freinée, qui a le village de Yourte au camping de la Grève. Et c'est un outil qu'on partage et qu'on utilise aussi bien avec des scolaires, avec du grand public, peut-être même avec des techniciens, des éclusiers, pourquoi pas, on pourrait. Et l'idée c'est de partager ensemble cette vision mais globale du Marais Poitevin. Et puis à l'intérieur de ce Marais Poitevin, la biodiversité et l'eau. Et un maraîchin, forcément, il est acteur de cette gestion-là, quoi qu'il fasse. Et ça a beaucoup de relations entre nous, humains, et toutes les autres formes du vivant. Et puis cette eau, cette molécule eau là, qui est indispensable à notre vie. Voilà. Donc l'idée c'est ça ce soir, si vous êtes d'accord, c'est qu'on puisse parler pendant une petite heure de c'est quoi le Marais Poitevin, c'est quoi cette histoire de l'homme, ce mariage homme-nature avec l'eau, les effets sur la biodiversité, les organisations politiques qui fonctionnent, qu'on maîtrise un petit peu mieux notre territoire de vie, même si on est visiteur d'un instant ou habitant depuis toujours,
je crois qu'on a tous à affûter un petit peu notre maîtrise et notre gouvernance de cette problématique-là, tout simplement pour être des bons citoyens dans une vraie démocratie et avoir nos choses à dire et savoir quels sont nos actes et quelles sont les conséquences de tout ça. Voilà. Donc moi je m'interroge en permanence. Je viens pas vous imposer des protocoles de vie à suivre pour que ce soit correct et parfait. J'ai pas du tout cette intention-là, mais plutôt ce partage-là. Donc dans la règle du jeu que je vous propose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à m'interrompre, parce que vous allez voir, quand la machine à mots est lancée, je ne m'arrête plus. Donc n'hésitez pas à m'interrompre en fonction de vos centres d'intérêt, de vos remarques. On en fera profiter tout le monde, et puis je vais tâcher de m'appuyer sur tout ça pour répondre à vos questions, et puis qu'on construise quelque chose ensemble ce soir. Ça vous va, ça ? Une autre règle là de ce soir, ici à la ferme de la Mazra, c'est que il y a une buvette, il y a des assiettes, il y a un système voilà, d'assiettes. On n'a pas trop parlé encore de comment ça va fonctionner financièrement. Vous avez les tarifs d'affichés. L'animation de ce soir est à prix libre aussi. Voilà. Il y a un humain derrière qui vit, qui a des impôts comme vous. Voilà. Donc sur un système de chapeau à prix libre. Vous prenez pas la tête avec ça, mais c'est dans le contrat aussi moral, il faut se l'annoncer, se le dire, il ne faut pas se le cacher. Hein. Et puis donc pendant l'intervention, qui va durer une heure de technique, une heure de blabla, puis peut-être qu'on s'autorisera une demi-heure à déborder si on a envie d'aller plus loin, de débriefer tout ça. Et pendant ce temps, ça ne me dérange pas que vous vous leviez, que vous puissiez aller vous désaltérer parce qu'il fait très très chaud, que vous puissiez manger, du moment qu'on le fasse en discrétion pour pas embêter tout le monde. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez par moment le besoin de venir voir, de vous pencher au-dessus, avec toutes ces mesures de sécurité du moment, on peut le faire. Je solliciterai peut-être quelques jeunes gens pour m'aider à faire vivre un peu cette maquette. Et voilà un peu le principe. Vous êtes d'accord ? Voilà, parce que si vous voulez vous en aller, c'est maintenant. Hein. Bon, ok. Alors, avant de commencer Marais Poitevin, je vais me lancer dans un petit truc très rapide. Une très très vieille animation que je fais depuis presque 20 ans maintenant, mais c'est que, avant de parler de Marais Poitevin, on va parler déjà de marais, voire de zone humide. Qu'est-ce que c'est qu'une zone humide ? Alors les définitions, notamment sur la convention de Ramsar, qui est une convention internationale qui parle de toutes les zones humides de la planète. Pour être une zone humide, il faut quoi ? De l'eau, ouais, mais pas que. Mais pas que. La terre. De la terre, ouais. Une zone. Une zone ? Ok, bon, bien, ouais, on va y arriver. Bravo, hein. Ouais. Et ces trois éléments-là, c'est surtout, donc, dans un périmètre bien précis, il faut que cette terre soit gorgée, voire submergée d'eau, tout ou partie de l'année. Ok ? Alors après, un botaniste pourrait aller faire la palette de plantes qui vont bien dire que ce sont des plantes de zone humide, par exemple. Un géologue va aller regarder un petit peu comment les argiles sont asphyxiées par l'eau pour bien définir que c'est une zone humide. Mais voilà, la définition, c'est gorgée d'eau, tout ou partie de l'année. Ok ? Alors, une zone humide, je vais vous faire ma petite définition à moi par rapport à l'enjeu écologique. Voilà. Parce que pour moi, un marais, c'est comme une éponge. Alors l'éponge, là, je l'ai réveillée, mais quand on l'oublie, là, qu'on ne fait pas la vaisselle assez souvent, vous avez vu, elle se rétracte, elle se dessèche, elle perd de son volume, elle est rugueuse, pas très agréable. Alors là, je viens de la réveiller, déjà, c'est mieux. Ok ? On aime bien marcher pieds nus sur des supports comme ça. Et alors, du coup, voilà mon marais. Enfin, c'est bien prétentieux de se l'approprier. Voilà le marais. Et pour moi, une zone humide, un marais, ça remplit trois grandes fonctions. Quand il pleut, sur le marais, bien sûr, mais également sur ce qu'on appelle le bassin versant, tout le bord de la baignoire, en amont. Eh bien, cette eau, elle va rejoindre, j'y vais un peu fort, cette eau, elle va rejoindre le marais, la zone humide. Il y en a partout dans le monde, des zones humides. Des toutes petites, des ridicules, quelques mètres carrés, une mare par-ci, une tourbière par-là, un fossé. Et puis,
ce marais il va se remplir, se remplir, se remplir, se remplir. Voilà. Et puis, une fois qu'il est trop plein, bien sûr, ben, l'eau, elle continue son parcours, elle rejoint les rivières, les fleuves, puis l'océan, puis l'évaporation, puis ça repartira. Le fameux cycle de l'eau. Ça te parle, le cycle de l'eau? Ouais. Je dis pas, tu me rattrapes si je dis des bêtises, hein. D'accord? Ok. Et puis, ce marais, une fois qu'il est bien gorgé d'eau, eh bien, là, avec des temps comme celui-ci, eh bien, il va pouvoir stocker l'eau au frais, à l'ombre des végétaux, à l'abri, dans ses terres, dans sa tourbe, ok, ou dans ses argiles, ça dépend un peu de la nature, ou dans ses sables, ça dépend de la nature de son sol. Et puis tout au long de la saison, il va pouvoir restituer une eau fraîche à l'ensemble des écosystèmes aquatiques, ok. C'est super efficace, hein, vous avez vu un peu. Puis il y en a dedans quand même, d'accord. Donc ça c'est très important, ça va être une fonction de réservoir d'eau, ok. Et puis, en plus de ça, eh bien, ce marais, il va... Je vais prendre de la terre, mais la terre, c'est pas sale. Mais je vais prendre de la terre pour illustrer, là, visuellement, différents types de pollution. Je sais pas, moi, les poussières d'usure de plaquettes de frein sur nos routes, par exemple. Ah, ça se voit pas beaucoup, mais le plomb, le cadmium et le zinc qui sortent de ces usures-là, ben, c'est pas rien. Parlez-en au taux de fertilité de la grenouille, elle pourrait vous expliquer un peu ce que ça fait. Alors je mets un petit peu de polluant par au-dessus, ok. Et puis, ben, il continue à pleuvoir, bien sûr, sur ce bassin. Et toute cette pollution, où descend-elle? Ou toute cette matière, en tout cas, pas forcément que pollution. Il y a de la matière organique également qui descend. Ben, elle va passer par ce fichu marais, ok. Et ce marais, il va avoir un rôle, c'est qu'il va la filtrer. Alors, il y a beaucoup de plantes capables de cette fameuse phytoépuration. Aujourd'hui, c'est très tendance, on les met même sur nos phytoépurations de maison. Hein, on peut utiliser le roseau, le saule, les massettes, etc., etc., qui vont se nourrir de tout ce qui est dans l'eau, même de certaines molécules chimiques. Et il y a des bactéries capables de digérer certaines molécules chimiques, fort heureusement pour nous. Et tout ça, ça va être assimilé, dégradé, et puis ça va servir à la croissance. Et puis ensuite, ça va être retransformé en matière organique dans ce marais. D'accord? Et le marais, lui, va pouvoir continuer à rendre une eau de relativement bonne qualité. Alors qualité, pas forcément une eau potable, mais une eau fraîche pour que le taux d'oxygénation soit bon, pour que la grenouille et le gardon puissent vivre correctement et que le pêcheur puisse faire son loisir du dimanche matin. Ou après-midi, ça c'est à lui de voir. D'accord? Bien. Bon, mais alors là, je vais prendre un petit peu d'air parce que je vais crier plus fort. Ça y est, c'est parti, je suis chaud. Ouais, non, c'est dur en fait. Mais alors là, ouais, j'ai un reflet. Ben, on a un promoteur, un petit malin, un gars bien concentré, mais un malin, mais un gars qui sait faire, quoi. Puis qui a plein de copains, qui ont des bons porte-monnaie. Puis je dis, moi, votre marais, ça pue, ça gratte, ça pique. Franchement, le moustique, le crapaud, je m'en passerais bien, à quoi ça sert? Ok? Moi, j'ai une autre, bien meilleure idée. Alors, exit le marais. Et puis, je vais faire un beau parking. Un truc vachement bien. Et puis, un méga CGR. Et puis, un mini-golf 42 000 trous avec des beaux hôtels, bien. Et puis, pourquoi pas, une piste de deltaplane, de karting aussi, parce qu'on m'en demande beaucoup. Et c'est vrai que c'est fun. Moi, j'aime bien conduire. Bon. Ok? Donc, il y va. Il a plein de poteaux en plus. Il sait trouver l'argent. Il sait le faire. C'est fait. Très bien. Et il continue à pleuvoir. Oh! J'ai pas exagéré, j'ai mis à peu près la même quantité d'eau. Ok? Toute la pollution, elle a plus son filtre. Ok? Le réservoir là, je vais la mettre au soleil un petit peu, puis on va voir combien d'eau je vais pouvoir restituer tout l'été à nos écosystèmes aquatiques. Pas beaucoup. Et puis, la troisième fonction, donc une fonction de réservoir, une fonction de filtre, et une fonction également de frein. Les courants deviennent très violents. L'herbier qui était là, qui abritait tout un tas de petits insectes aquatiques, tout un tas de têtards, tout un tas de petits poissons qui ne sont pas profilés pour vivre comme une truite dans les eaux très rapides. Ils n'ont plus vraiment leur place ici, il faut qu'ils aillent plus bas. Mais si plus bas c'est l'océan, où va-t-on? C'est plus vraiment leur milieu. D'accord? Et puis ces courants rapides vont emporter beaucoup de terre, vont aller plutôt sur le canapé et puis et votre dernier super tapis Ikea, mais pas dans le marais.
les submersions, les inondations. C'est pas forcément ce qu'on souhaite. Ok? Voilà. Donc ça, c'était la petite introduction. À quoi ça sert une zone humide? Avant de passer au marais Poitevin, c'est avant tout un frein, un filtre et un réservoir d'eau. Fonction vitale. Pour moi, me semble-t-il. À votre santé. Voilà pour la petite définition, pour la petite introduction. Alors maintenant, on va zoomer, on passe des zones humides du monde entier à la région et le marais Poitevin. Alors très vite, pour pas vous embêter, je suis pas là pour vous faire tout l'historique du marais, je vais pas, en plus j'ai pas une fac d'histoire, je suis pas le meilleur. Tout ce que je vais vous raconter quand même, ça vient en partie de cet ouvrage-là, réalisé par Monsieur Clouzot, édition originale 1979, état impeccable. C'est mon année de naissance en plus, j'ai eu un coup de cœur. Mais ouais, il y a des jaloux. Il va falloir que je fasse gaffe à pas me le faire voler ce soir. On le trouve après réédité. Et sachez que tout ce que vous allez lire dans tous les livres d'histoire du marais Poitevin, ben ça vient de cette étude-là. La plupart du temps, c'est pompé là-dedans. C'est une des premières grosses études très complètes, très référencée, très intéressante. Voilà. Donc je vais me baser beaucoup sur ce que M. Clouzot a pu nous transmettre et nous apprendre. Il n'y a pas que des vérités là-dedans, forcément, c'est une époque, c'est une façon de voir l'histoire, mais c'est du lourd. Voilà. Alors, du coup, ce marais Poitevin, à la fin de la dernière ère glaciaire, la transgression flandrienne, pour les fans de l'âge de glace, là, c'est au moment où la banquise est fond, et puis où Mani et ses copains, ils savent pas où se mettre. Tu l'as vu l'âge de glace? Non? Oh zut, raté. Bon, et du coup, à la fin de cette ère glaciaire, cette transgression flandrienne, on a la fonte de la calotte glaciaire qui est présente sur le continent européen, va générer beaucoup d'eau liquide. Cette eau va en partie passer dans la région. Et l'eau qui passera dans la région va creuser, va éroder le plateau calcaire à force de passer pour rejoindre l'Atlantique. Elle va réaliser une grande vallée, une gouttière d'érosion, comme les spécialistes appellent ça. Et puis les océans reçoivent l'eau, ils remontent, l'Angleterre devient une île à cette époque-là, et ces grandes vallées vont être submergées en partie par la montée de l'océan. Ok? Voilà. Tadam. Des paysages dans le genre. Alors ici, dans ce secteur-là, le marais Poitevin n'existe pas encore, et les historiens vont plutôt appeler ça le golfe des Pictons, en mémoire d'un premier peuple qui vivra mais bien après en bordure de ce golfe, les Pictes. Pictes, alors je tiendrai à ça un petit peu de quelques commentaires historiques d'hommes peints, les cheveux teints en ocre rouge, peut-être même des tatouages, voilà, les Pictes, pictogrammes qui étaient dans le coin. Allez, on va vite là-dessus, je ne suis pas un grand spécialiste, c'est pas l'idée. Et puis, ce golfe des Pictons, il ne faut pas vous l'imaginer comme des belles plages de sable fin avec des beaux rouleaux, mais plutôt comme un golfe marin, une immense vasière, avec tantôt les grandes marées ou les tempêtes qui vont recouvrir cet espace, qui vont ensuite le libérer des vases, et puis l'eau douce du fameux bassin versant, j'en reviens à cette petite démonstration de la maquette, cette eau douce qui va descendre et qui va passer par cette dépression pour rejoindre l'océan. D'accord ? Avec des mécaniques un peu de courant, eh bien, les vases marines vont venir se déposer dans ce golfe, vont le combler progressivement, faire un phénomène d'atterrissement. Ça parle, atterrissement, ça doit être pas trop mal au Scrabble, ça, atterrissement. Ouais. Et du coup, sur ces vases vont commencer à se développer des végétaux. Puis ces végétaux, bien sûr, meurent, se décomposent et vont accumuler de la matière organique. Et progressivement, avec tous ces mécanismes, eh bien, ce golfe va se combler, va s'envaser. D'accord ? Ça prend plusieurs millénaires, bien sûr. Les Romains viendront exploiter encore une partie de ce golfe. Et puis, ça continue à s'atterrir, à se combler, et à devenir un grand marécage, submergé tout ou partie de l'année. Tantôt pris par l'océan, par les eaux salées, tantôt pris par les eaux douces qui descendent et qui doivent passer par là pour rejoindre l'océan. D'accord ? 9e siècle, 10e siècle, on commence à songer à faire des aménagements, à réaliser des petites choses pour essayer de grignoter sur ces terres qui
il y a un truc, il y a de l'eau, puis il y a des tourbes, c'est fertile. Il y a des sédiments, il y a des alluvions. Il n'y a pas que la crue du Nil qui est fertile. J'y reviendrai à ça. Alors du coup, il y a peut-être quelque chose à gratter par là. D'accord. Et puis, XIIIe siècle, là, les gros aménagements sérieux démarrent. Les moines, bénédictins, cisterciens, vont commencer à se voir octroyer des terres par les différents seigneurs. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le long historique, où en plus je risquerais de me planter un peu sur les dates, et il y en a peut-être qui sont plus pointus que moi là-dessus, hein. Mais on va travailler tout ça. Alors un des premiers secteurs dans ce fameux marais Poitevin, qui va être beaucoup bossé, c'est par ici. Voilà. Où différentes abbayes vont bosser sur ce qu'ils appellent des casiers hydrauliques, des bouts de terrain à eux. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, à votre avis, comme travaux pour pouvoir dompter cette nature sauvage et la rendre au service de l'homme, parce qu'il faut bien qu'on mange, parce qu'il faut bien qu'on domine. Ah non, ça va se développer au fur et à mesure dans notre culture. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire comme travaux? Qu'est-ce qu'ils feraient dans ce marécage, à votre avis? Il n'y a pas de piège. Des fossés. Des canaux, ouais. Pourquoi? Des fossés, canaux, oui. Ah, des digues, ouais, ça va être très important. Le fossé, le canal, ça va être faire un trou pour sortir l'eau et la pousser vers la mer. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont commencé au plus proche de l'océan. Si on commence tout au fond du marais Poitevin, qui fait quand même une longueur significative, pas loin de 60-70 km de profondeur, hein, un peu en fonction de comment on mesure. Si on est loin, le canal est long jusqu'à l'océan. Donc on va commencer proche du littoral pour faire sortir l'eau. Oui, et j'ai entendu aussi, par là, alors fossé, ouais, mais j'ai entendu autre chose. Des digues, eh oui, parce que l'océan, eh bien, quand il se met en pétard, même pas forcément trop méchant, il va pouvoir revenir sur ces terres. Donc il faut élever des digues. Ici, on les appelle des levées de terre. On a élevé de la terre pour se protéger. D'accord? Alors, j'ai deux jeunes candidats là. Est-ce que vous voulez m'aider un petit peu? Oui? Ben alors viens. Tu veux m'aider aussi? Allez, viens. Ça salit un peu les mains, mais il y a de l'eau et des torchons pour s'essuyer. Allez, j'ai besoin de vous. Alors, tout à l'heure, j'ai fait des petits boudins d'argile. C'est pas n'importe quoi, cette argile. Tiens, tiens. Tiens, ça c'est pour toi aussi. Alors, cette argile, on l'appelle du brie. B-R-I. Attention, on ne le met pas sur le plateau de fromage, celui-là. Hein. Plutôt en masque. D'accord? Le brie, c'est vraiment ces vases-là qui se sont accumulés et qui ont comblé notre marais. Quand vous faites un tour de bateau en marais, dans certains endroits, sous vous, sous le niveau de l'eau, il y a plus de 20 mètres d'épaisseur d'argile pure. Cette argile qu'on a sortie, et notamment ici à la Laigne, là pas très loin, il y a des trous de brie, des carrières d'extraction d'argile qui nous ont servi à fabriquer nos briques, nos tuiles. Toutes ces vieilles tiges de bottes, le nom de nos tuiles locales, viennent de cette terre-là. Alors je trouvais très symbolique de pouvoir jouer avec dans le marais Poitevin, sur notre maquette. Alors, comment est-ce qu'on pourrait transformer ce petit boudin d'argile en digue sur la maquette pour un objectif, se protéger de l'océan? Alors, où est-ce qu'il est l'océan à votre avis? Ici. Ouais, il est là. Et là, on est à marée basse, à peu près. Il est à son niveau marée basse. Alors, avec cette argile, comment est-ce que vous pouvez empêcher l'océan, à marée haute, quand il va remonter, de venir inonder l'ensemble de cet ancien golfe des Pictons? Allez-y. D'élever les terres. Ouais, alors vas-y. Installe-les. Où est-ce que tu mettrais? Vas-y, viens, approche. Tu peux te mettre un petit peu à genoux derrière toi, il voit comme ça, là. Voilà. Alors, comment on ferait? Comme un barrage. Ouais, vas-y, montre-moi. T'as le droit. Et puis, on a le droit de se tromper en plus, hein, t'inquiète. Ouais, c'est pas mal du tout. Mais alors là, est-ce que ça arrête vraiment l'eau, là? Oh non, alors comment tu ferais? Ouais, vas-y, tu peux l'appuyer dessus, tu peux y aller. C'est fait pour être sali, c'est fait pour y aller, t'inquiète pas. Ouais. Alors regarde, je te donne un petit conseil technique. On peut même remonter un petit peu sur les bords, là. Comme ça, voilà. Tu vas de ton côté, là, parce que là, faut pas que l'eau passe. Allez, on se protège. On y va. Fais des beaux murs. Je suis sûr que tu... Regarde, tu vois, comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, quelque chose de bien. Après, on va tester, hein, si on a bien bossé, hein. Ok? Il y en a un peu d'autres, de l'argile. T'en as besoin d'autres, là? T'en as encore? Alors, allez-y, faut tout fermer.
Donc, première chose, se protéger de l'océan, se protéger de l'eau salée. Essayez d'avoir des objectifs agronomiques avec de l'eau salée, si ce n'est pour faire de la crevette ou du sel. Et c'est pas négligeable, notamment XIIIe siècle, le sel, ça commence à être une denrée importante pour la conservation. Hein. Et donc, on va ériger ces levées de terre avec le matériel local, avec ce fameux argile, pour se protéger de l'océan. Alors au début, les moines, là, sur les premiers casiers où ils vont bosser, ils vont pas forcément aller s'affronter tout de suite à l'océan. Ils vont penser, eux, surtout à leur terre, leur casier hydraulique. D'accord ? Donc bien se mettre à l'abri à l'intérieur de digues pour pouvoir maîtriser un petit peu l'eau. Ok ? C'est bon ? C'est pas mal ? Alors on va voir, je vais faire monter l'océan un peu. Marie-Haute, t'es prêt ? Allez, ça monte. C'est quoi le coefficient aujourd'hui ? Moi non plus, je sais pas, j'ai pas regardé. Alors, oh là là, on a des fuites. Allô Houston, on a un problème. Alors, on y va. Tu renforces un peu par là ? Ok, mais c'est pas mal ça, joli boulot. Ouais. Ah, des bons. Là, les Hollandais ont qu'à bien se tenir, on a deux vrais experts. Ok. Très très bien. Voilà. Pas mal. Pas mal du tout. Mais j'ai un autre problème. Ça, on va faire comme ça. C'est bien beau l'eau salée. Mais est-ce qu'il n'y a que de l'eau salée sur la planète Terre ? Il y a de l'eau glacée. Tiens, une bonne glace aujourd'hui, ce serait pas mal. Il y a aussi des nuages. Alors l'eau, elle s'évapore de l'océan. Elle monte dans les nuages. Et puis les vents d'ouest poussent les nuages au-dessus du continent. Et puis quand les nuages en ont marre de tout transporter, qu'est-ce qu'ils font ? Il pleut. Il pleut, il pleure un peu. Tiens, tu veux un nuage ? Tu veux un nuage ? Si, tiens, je t'en... Et si t'en as marre à un moment, t'as le droit de t'en aller. Hein. Mais... Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il se met à pleuvoir un peu partout. Allez-y. Ouais, par là, vous avez le droit de tourner tout autour. Ah, je suis un esclavagiste qui fait bosser les enfants, c'est horrible. Ouais. Bien, ok, stop. Merci les nuages. C'est déjà pas mal, c'est une belle pluie là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on constate ? Là Qu'est-ce qu'on constate ? Ça déborde. Ça déborde. Ouais. Comment ça s'appelle ça quand ça déborde dans le marais ? Une inondation. Une inondation. Et en Poitevin, il y en a qui l'ont en Poitevin, le nom d'inondation ? Non ? Les vailles. Ouais. Les vailles, quand on est tout nigé partout. Alors, bon, au début, au barbaille un peu, puis après, quand on est la grande évaille, là, au secours, déling, on y va. Quand on est nigé, oui, monsieur, oui. Voilà. Les vailles. Alors là, ben, on le constate, c'est bien beau d'avoir mis une digue, mais admettons, on a la marée basse. Allez, les 6-7 heures réglementaires sont passées, l'océan redescend. Ça prend un temps certain. Ok. Mais nos digues, elles nous posent un problème, là. Est-ce que l'eau de pluie, elle peut s'en aller à l'océan ? Ben non. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Faudrait qu'elle essaye de passer à travers. À travers quoi ? Est-ce qu'il y aurait un mot, un outil qui existe qui peut nous permettre de faire passer l'eau à travers les digues ? Ça commence par un B. Barrage. Eh ouais, des barrages. Alors, les moines, parce que c'était les premiers à avoir l'argent, la maîtrise, la culture, la science pour avancer là-dessus, ils ont réfléchi sérieux. Alors, encore une fois, c'est pas que le marais Poitevin. Si vous allez vous balader dans les marais du Cotentin et du Bessin ou dans les marais bordelais, vous allez voir les mêmes types d'ouvrages. Hein, c'est pas spécifique au marais Poitevin, attention. Mais ils ont inventé un système qu'on appelle des porte-à-flots. Et ça, c'est très très ingénieux. Ce système de porte-à-flots permet, imaginez, moi je suis à l'intérieur des terres, vous êtes dans l'océan. Ça va ? Elle est fraîche ? Elle est bien aujourd'hui ? C'est pas mal ? Ok. Et puis, on va faire un système de barrage comme des portes de saloon. D'accord ? À marée basse, l'eau douce va avoir la force de pousser les portes, de les ouvrir. Et on va pouvoir évacuer l'eau dans l'océan. Mais quand l'océan va remonter, et on n'a pas la centrale nucléaire et l'énergie électrique pour activer des gros barrages, quand l'eau salée va remonter, la force de la marée va refermer les portes et interdire à l'eau salée
de rentrer à l'intérieur des terres et de brûler les cultures ou de brûler les prairies. D'accord ? L'herbe est une culture à cette époque-là. Il faut faire du lait, de la viande, mais il faut aussi nourrir les animaux de traction, la force animale de travail. D'accord ? C'est pas du tracteur, là, on n'est pas encore au baril de pétrole. Ok ? Donc ces portes à flot vont se refermer à ce moment-là. D'accord ? Des portes à flot, je pourrais vous montrer sur les cartes où il y en a de très très belles à les voir dans le marais Poitevin, notamment à l'embouchure de la Sèvre, hein, les portes au Brau, les portes du Brau, sur ce grand canal là par exemple, la Banche. C'est très très intéressant à les voir fonctionner. D'accord ? Alors bien sûr, ces portes elles sont doublées de pales-planches, d'un barrage derrière, parce qu'à cette saison, il ne s'agit pas de sortir toute l'eau douce à chaque marée basse. On va aussi la contenir, la garder un peu quand même. D'accord ? Mais pourquoi le marais il est passé à aller? pourquoi ? Eh bien justement parce que la digue interdit à l'eau de l'océan de rentrer à l'intérieur. Et ça c'est une très bonne question. J'aime bien rebondir sur les questions. Comment ? Pour l'instant, on pourra en parler, ouais, tout à fait. Si on n'avait pas tout notre système de barrage et tout notre système d'endiguement d'aujourd'hui, eh bien, on pourrait ressentir l'influence de l'océan jusqu'au barrage de la Sauterie. Sur quelle commune ça se trouve, ça ? Sur la Sèvre ? Coulon. Ouais, le barrage de la Sauterie à Coulon. Il y a un bon restaurant juste à côté, là, l'auberge de l'Écluse. Oh, je fais de la pub. Et du coup, on pourrait ressentir l'influence des marées jusqu'au niveau de la Sauterie à Coulon. Quand même, pas mal. C'est très important. Ça fait quelques centaines de milliers d'hectares qui pourraient être là, salés par l'eau de mer. D'accord ? Alors, on a système. Tiens, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, jeune homme, tiens, je pousse un peu ton nuage. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, ouvrir les portes à flot parce que là, il y a beaucoup d'eau. Voilà, alors regarde, tu peux même... Ouais, moi, j'ai un truc. Casse pas ta digue, elle est très très belle. Voilà, tu l'ouvres comme ça, paf. Et on peut vider à marée basse. On peut envoyer un peu. T'as vu les beaux dessins que ça fait ? C'est pas mal ça. Et du coup, la mer, elle se jette dans le marais. Ah, c'est plutôt les rivières et les fleuves qui se jettent dans le marais. Alors les rivières se jettent dans le fleuve qui, lui, le fleuve se jette dans le marais. Mais ici, c'est un peu particulier, c'est un peu le monde à l'envers chez les maraîchins. On a un marais qui est tellement bas que si on n'avait pas de digue, oui, de temps en temps, la mer pourrait se jeter dans le marais. C'est arrivé en 2011, la tempête de Xynthia. Tempête de Xynthia où on a enregistré là au fond de la baie de l'Aiguillon. Ici, tiens, mets-toi un petit peu par là, qu'il voit bien. Si ça te dérange pas, là, approche par là. Ouais, merci. Au fond de la baie de l'Aiguillon, on a enregistré une surcote à plus de 5 mètres. Alors, combinaison de facteurs exceptionnels, basse pression, gros coefficient, et puis fort vent d'ouest pendant de nombreux jours qui a fabriqué une houle qui est venue s'appuyer contre l'océan. Et là, paf, surprise, les modèles se sont un petit peu fait avoir de vitesse. Et malheureusement, quand même, ça nous a coûté 30 vies, un petit peu plus de 30 vies tout de même. C'est pas rien en France en type de catastrophe naturelle. Et puis en millions d'euros, et puis quelques maires qui ont été inquiétés d'avoir signé des permis de construire. Enfin, et soit dit en passant, il n'y a pas que les maires qui les signent, les permis de construire. Mais bon, des conflits d'intérêts, des trucs comme ça. Bon, il y a eu des relax. Ok. Alors comment on peut faire, s'il vous plaît, les ingénieurs des ponts et chaussées, pour nous protéger de toute l'eau de pluie de nos nuages là dans le marais? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Des barrières, mais à chaque côté du marais. Ah ouais, ça me plaît. Tiens, regarde derrière toi. Est-ce que ça peut t'être utile? Ouais. Fais gaffe, hein, t'as vu, ça casse, c'est tout. Attention. Alors, des barrières de chaque côté du marais. Mais ce marais, il est quand même gigantesque. 100 000 hectares. 100 000 hectares de zones inondables, potentiellement. Je vais y venir. 100 000 hectares, ça fait de nous la deuxième plus grande zone humide de France. La première, c'est la Camargue. Ok. La troisième? Ouais. Ok. C'est bien. La quatrième? Non, là, je rigole. Je sais pas. Bon. Et du coup, on ne peut pas faire ces barrières n'importe où, parce que la muraille de Chine, elle est gigantesque, mais on n'avait pas forcément tous les moyens, là. Alors, je vous propose un truc, les enfants. Vous voyez qu'il y a deux couleurs de vert sur ce marais Poitevin, à l'intérieur. Il y a du vert clair et du vert foncé. Eh bien, je vais vous demander, s'il vous plaît, de m'aider
à protéger tout le ver clair des eaux de la mer et des eaux de pluie des nuages. Alors, allons-y, on y va, on bosse. Alors ça, c'est bien sûr pas fait en un seul chapitre. En plus, sur ces épisodes, alors, regarde, je te montre, hop, hop, moi, je vois là une petite délimitation entre le vert foncé et le vert clair. Paf, là, j'en mets un bout. Ça marche? Par là, tu peux, là? Hop, par ici, tac, ici, faut en mettre. Puis après, il faut bien réfléchir, hein, par où peut passer l'eau. L'eau, elle s'arrête jamais, il faut être sacrément malin pour la stopper. Hein. Ok? Donc ça s'est fait en plusieurs épisodes, tout ça. 13e siècle, ça bosse dur. Le gros du schéma, du canevas, il est inventé, il est pensé, il est fait. Les organisations aussi économiques, techniques, hein, qui a les moyens d'eux. Et puis, quand vous commencez à faire un canal pour évacuer l'eau, bah, celui qui est en dessous, il la récupère, l'eau. Et il est obligé, c'est même encore dans le code napoléonien, ça, on est obligé de la recevoir, l'eau de son voisin. Hein. Mais ça râle un peu quand même, dis donc, t'abuses un peu. Donc là, on va, à force d'agrandir ces terres, de bien rendre opérationnel son casier, va falloir s'entendre avec les voisins, d'accord? Et là, très très vite, on va se dire, faut peut-être qu'on rassemble nos moyens financiers, techniques et puis physiques pour faire des ouvrages collectifs pour évacuer cette eau vers la mer. Hein? Lâche-Noroy est un des premiers grands canals qui va être réalisé, qui se trouve ici dans ce secteur, le canal du Clin également. Ça, c'est des ouvrages collectifs. Et puis on va signer des conventions plutôt orales au début en disant oui, pas de problème, on travaillera tous sur le bon entretien de ce canal-là. Et puis de génération en génération, des fois quand il faut mettre la main à la poche, on se fait un peu oublier. Et là, très régulièrement, les différents rois de France recevront des doléances de ce territoire qui viendront dire « Ah Lyon, mais l'évêque machin, il s'est fait oublier là, pourtant il est content que son eau elle passe par là. » Et les rois de France et les présidents de la République aussi, derrière, n'auront de cesse d'envoyer des médiateurs pour essayer de régler ces problèmes-là de gestion de l'eau. Extrêmement complexe et encore très difficile. Joli boulot, mais alors, si tu bouches les rivières, ça va être difficile. Moi, je serais toi, je me mettrais un petit peu sur le bord. Tu vois? Ok? On a absolument besoin des canaux et des rivières pour faire circuler l'eau. D'accord? Donc plutôt un truc comme ça. Mais c'est du beau boulot, ça c'est bien. Et puis les bonnes digues. Hein. Et si tu as envie de venir patouiller aussi, tu as le droit. Hein. C'est pas obligatoire. Et s'il y a des grands qui ont envie de venir patouiller aussi, vous pouvez. Tant que vous postillonnez pas sur les enfants. Ok? Donc, on y va, ça bosse? Allez, je vous aide un petit peu. Parce qu'on va avoir besoin de la démo. Alors là, t'as pas besoin. Hein? Par contre, on va la faire glisser là. Ici, on en a besoin. Hop. On va fermer là. Alors, ça a pris quelques siècles, excusez-moi de prendre quelques minutes. Hein? Hop, par là, j'ai l'impression qu'il y en a besoin. Ok. Allez, vous surveillez bien tout, on a presque tout réalisé. Voilà, t'as un joli travail à faire dans la vallée du Curé. C'est pas très très loin d'ici, la vallée du Curé. Un endroit très intéressant à venir observer. Quelle heure est-il? On est bon, on est dans les temps. Alors, sur cette frise qu'on a accrochée sur le fil du temps, ben là, on est rendu à peu près par ici. Hop, par là. Non, pardon, j'arrête. Bien. Ces digues, ces levées de terre, faites avec les matériaux locaux. Alors ça nous arrange parce que de chaque côté, on va réaliser des canaux qui vont en plus protéger la digue pour faire passer l'eau. Alors le beau, le contre-beau, tout ça, il y a plein de questions. Si vous faites des rallyes sur les embarcadères, c'est des questions qu'on vous pose. Ça fait des points après pour gagner la médaille en chocolat. Et du coup, ces digues, il faut bien être conscient qu'elles vont être érigées par les aménageurs pour se protéger de l'eau. Ce sont leurs ouvrages. Alors, ce grand territoire protégé à l'intérieur des digues, comment s'appelle-t-il? Il y en a qui le savent. Le marais desséché. En bon français, on devrait l'appeler marais asséché. Mais il va porter ce nom de marais desséché. C'est tout ce qui correspond au vert clair sur cette maquette. D'accord? Ce marais desséché, il est à l'abri de l'océan par les digues de front de mer et il est à l'abri des eaux douces par les levées de terre. Ok?
bien à l'abri de tout ça, on va pouvoir développer les prairies. Les seigneurs vont se garder des droits pour faire passer leurs bœufs seigneuriaux en pâturage, bien sûr. Les terres là sont soit prêtées, soit louées, soit données, soit vendues aux différents aménageurs, notamment l'Église. Hein. Ça dépend un peu de quels actes vous devez faire pour que Saint-Pierre soit plus ou moins cool et que vous ouvrez les bonnes portes. Il y avait des calculs comme ça un peu qui m'échappent. Hein. Et du coup, ce marais desséché, l'héritage de ces longues années d'aménagement, contrecarré par les guerres de 100 ans, puis par les guerres de religion, où là on prend des sacrées pilules, où les réalisateurs, tout ce clergé qui a aménagé toutes ces digues est visé parce que c'est eux qui ont le pouvoir, qui ont le territoire, qui ont les denrées, qui ont la culture, ils ont même la musique. Hein, ils vont se faire vraiment assaillir et ils vont lâcher leur emprise sur le marais tout un temps parce qu'ils vont se protéger. Et puis ensuite, quand les conflits sont terminés, ils vont recommencer à réaménager. Imaginez 100 ans de troubles, 100 années de conflits, sans entretenir les canaux et les digues. Imaginez aujourd'hui 100 années là, sans budget pour entretenir le paysage qu'on vend aux touristes. Il changerait considérablement d'allure. Il serait beaucoup moins navigable qu'aujourd'hui, même s'il est déjà moins navigable qu'avant. D'accord ? Donc ça, c'est bien à intégrer aussi dans l'effort d'aménagement, qu'il soit financier, qu'il soit technique et qu'il soit physique. Ok ? Alors, où en sommes-nous, chers aménageurs ? C'est pas mal du tout. Alors, je finis, je peaufine, tac, et puis il nous manque quelque chose de considérable et de très important. Ah, ça, c'est très très bien vu. Joli. Ah, je suis content que tu l'aies vu, celui-ci. Alors là aussi, on en a un petit peu. Ok ? Et puis, cette Sèvre niortaise, qui est le fleuve principal, le fleuve majeur du territoire. Mais on en a d'autres. On a le lait. Alors, les habitants de la vallée du lait me disent, oh, bah, quoi, la Sèvre est plus majeure que le lait, ça pourrait s'entendre. On a le curé également. Hein. Eh bien, cette Sèvre, elle, on n'a pas pu la dessécher, on a dû l'endiguer. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Au bout de la commune de Togon, du côté des Combrans, là-bas. Mais là aussi on en met. Ouais, non, pas là, mais plutôt ici. Tu vois là ? Là, il y a du vert foncé, un tout petit peu, c'est le piège. Mais il faut en être conscient et il faut envoyer la Sèvre, tadadam, jusqu'à l'océan. Mais là aussi. Non, là pas besoin, juste ici. Voilà. Et on a presque fini notre travail. Après, je vous donnerai un torchon si vous voulez vous nettoyer un peu les doigts. Voilà. Ça, c'est super, super, super important. Et c'est très, très important à comprendre. Pour moi qui suis intéressé par la biologie, par les formes d'êtres vivants autres qu'humains qui vivent dans le marais Poitevin, eh bien, imaginez, ça, on n'en a pas besoin. La Sèvre niortaise, elle a un lit majeur. Le lit majeur, c'est le lit maximal d'expansion de crue. Quand on a la crue centenale, par exemple, qui va bien s'étaler. Et puis elle a un lit mineur, qui est son cours naturel avec une saison estivale. Et puis même dans ce lit mineur, il peut y avoir un étiage, qui peut être naturel. L'étiage, c'est quand les sources donnent moins d'eau. On est loin de la montagne, on est loin de la fonte des neiges, et quand le cours n'est plus influencé par les sources et par les eaux de pluie, eh bien le cours d'eau peut même parfois aller jusqu'à s'assécher. Alors la Sèvre, elle est grande, mais elle a plein de petites rivières, comme la Courance, comme... Là, comment on il ne voit s'appelle pas là, les votre digues sur les petit... dessins. Comment ? En fait, on ne voit pas les digues sur les dessins. Si, vas-y, va voir. Vas-y, va les chercher. Elle est bien cachée, parce que je la montre pas beaucoup, mais je cherche un tout petit peu. Donc cette Sèvre, elle va être endiguée, mais on va pas pouvoir l'assécher complètement. Il faut qu'on laisse passer l'eau. Allez, c'est mon tour de faire le nuage. Voir si on a bien bossé. Il faut qu'on laisse passer l'eau de la Sèvre. Juste, ouais, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Parfait. Oh. Très très bon éclusier. Il faut laisser passer l'eau de la Sèvre jusqu'à l'océan. Et ça, on ne peut pas l'endiguer. D'accord ? Et par endroits, ils ont été très très gourmands. Ici notamment,
du côté de l'île de Charouin, au bout de la commune de Togon, là, eh bien, entre la digue de la rive droite et la digue de la rive gauche, il n'y a que 300 mètres. 300 mètres. C'est rien du tout, c'est un goulet d'étranglement. Imaginez les 200, 300 000 hectares de bassins versants qui sont au-dessus, qui descendent toute l'eau par la Sèvre, ça descend, ça descend, ça descend, et qui vont se retrouver ici étranglés dans 300 mètres pour rejoindre l'océan. Ben là, ça bouge, ça monte. Et en plus, on ne peut pas évacuer tout au long de l'année, tout au long de la journée, pardon. On ne peut pas évacuer 24 heures sur 24 parce que dès que l'océan est trop haut, si on le laisse rentrer, c'est lui qui gagne sur la Sèvre. Donc on ne peut évacuer qu'un tout petit délai. Et c'est pas 6 heures, parce qu'il faut attendre que la marée baisse vraiment, que l'eau douce soit au-dessus et qu'elle puisse sortir. Et sur les petits coefficients, parfois, on ne peut même pas ouvrir les portes. Mais ça dépasse jamais sur les petites... sur les... ceux-là. Oh si, tu vas voir, ça va venir. J'y viens. Alors c'est ce qui se passe en hiver. Alors le maraîchin qui est proche de son niveau d'eau, nous y voilà, on commence à parler de niveau d'eau. Ben, le maraîchin qui est proche de son niveau d'eau en hiver, moi je faisais ça chez mes parents, j'ai la chance d'avoir le bateau dans le jardin aussi, c'est quand même pas mal. Hein. Et du coup, tous les jours on voit qu'il pleut, on a un débit entrant, on a l'eau qui rentre par la Sèvre, par le Mignon, par la Vendée, par l'Autise. Ça rentre, et puis ben, l'éclusier au bout, là-bas, au bro, lui, il est obligé de, paf, il est obligé de fermer, sinon c'est le sel qui rentre dans la Sèvre. Alors du coup, il ferme, et puis il attend. Et là, ben, l'eau, elle descend, et elle s'accumule en bas. Tiens, tu peux rajouter un peu de nuage? Ben, moi, je vais faire un gros nuage. Oh là! Ouh là là, trop fort. Ça arrive des fois, on en parlera. Alors voilà, ça commence par s'accumuler en bas. On appelle ça un remplissage par le bas. Ça va au fond, c'est d'abord le fond de la baignoire qui se remplit, vous êtes d'accord? Hein, quand vous remplissez votre baignoire, on le fait plus trop aussi, il paraît que c'est pas super écolo, les baignoires, vaut mieux les douches. Mais... Donc ça remplit par le fond, ça remplit. Ah, on a un petit créneau, la marée est cool, il n'y a pas trop de vagues, l'éclusier peut ouvrir, on sort un petit peu d'eau. Mais on en sort rarement autant qu'il en arrive, parce que la capacité d'évacuation est extrêmement réduite. Aujourd'hui, il y a plein de lobbies agricoles notamment qui sont en pétard, parce que la capacité d'évacuation de la Sèvre n'est pas assez importante pour sortir toute cette eau. Et ils risquent de voir leur terrain submergé. Ok? D'accord? Alors du coup, voilà, on ouvre, on sort un petit peu d'eau, mais il en rentre, et puis hop, ça y est, marée haute, marée montante, on referme vite, et si l'éclusier s'oublie de refermer, les pelles parfois, si elles ne sont pas refermées à la bonne heure, la force de la marée sera tellement importante que les pelles elles vont rester plaquées. Et que même si on y accroche des grosses machines et qu'on tire dessus, on les casse, mais on ne les fermera pas. La force, le poids de l'eau est très 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 important. Donc l'éclusier, il a intérêt à être bon, et les calculs sont délicats. Et ça ne correspond pas en fond de marée, les calculs d'horaire de marée ne correspondent pas à ceux du port de La Rochelle. C'est tout un autre subtil calcul en fonction des courants, des vents, des pressions, des basses pressions, etc. etc. Très 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 complexe le boulot d'éclusier. C'est pas un saut métier. Ok? Et puis donc du coup on ferme, et puis on commence à reprendre de l'eau. Et puis ben, de jour en jour ou d'heure en heure, on va gagner centimètre par centimètre par centimètre, pour finir par accumuler 40 cm de plus dans nos rivières. Et 40 cm de plus, souvent, ben, ça commence à noyer les champs, à niger. Alors au début ça barbaille, après ça nige, et voilà la grande évaille. Ok? Voilà un petit peu le principe de comment ça marche. Et pendant tout ce temps, dans le desséché, on est à l'abri derrière les digues. Ok? Alors bien sûr, il pleut sur le desséché aussi. Ok? Mais là, on a les portes à flot, pareil, pour gérer. Et puis, on a aussi un autre système dans ce marais desséché pour aider à évacuer. Ça va être des drains modernes qui sont enterrés. Alors c'est quoi un drain? Là, chez nous. C'est un tuyau en plastique. Des kilomètres et des kilomètres de plastique vivent sous terre chez nous en ce moment. Mais vraiment, des densités très très importantes à l'hectare. D'accord? On enterre ça avec une machine, c'est des tuyaux à trous. L'eau va rentrer dans ces tuyaux à trous. Mais le marais, c'est un territoire très très plat. Ça, je ne vous l'ai pas dit. On a une pente de 5 à 15 cm au kilomètre. D'accord? C'est rien du tout. C'est pour ça qu'on aime bien faire du vélo dans le marais. De temps en temps, quand il faut remonter sur le bord, un peu, là, on fait... Puis ça va assez facilement. D'accord?
Donc au bout de ces tuyaux, pour que ça fonctionne bien, on a rajouté aujourd'hui des pompes électriques. Baladez-vous dans le marais desséché. Allez voir côté Charente-Maritime, côté Vendée, vers Saint-Michel-en-Lerme, tout ça. Regardez quand vous êtes dans ce marais desséché. Déjà, il y a plein de touristes qui m'interpellent, qui me disent « Mais c'est le marais là, ici !» Ils ont l'impression d'être en plaine. C'est comparable à des grands paysages céréaliers de plaine. D'accord. Et puis on voit des petits pompes oranges qui sont souvent à ça du sol. Ces pompes, elles sont branchées, des pompes électriques qui sont branchées sur les tuyaux et qui sont là pour aider à vider les drains et à refouler ça vers l'océan. D'accord. Un jour, comme ça, en plein hiver, pendant un hiver ultra pluvieux, j'ai promené une université dans le marais, et quand on arrivait dans le marais desséché, j'avais un prof de physique-chimie qui était là, enfin de physique qui était là, et qui regardait les pompes, qui comptait les pompes, et qui essayait de calculer le nombre de kilowattheures que ça représentait pour pouvoir drainer ce territoire. Il en a eu le vertige. Mais vraiment, il melounait, comme on dit chez nous, dans la voiture, il melounait, il était là, mais bon sang, mais bon sang, mais bon sang. Et cet hiver-là, il était vraiment très impressionnant. Et il y avait des joints des pompes qui saturaient, et il y avait des grandes gerbes d'eau qui partaient au-dessus des pompes, comme ça. Et le gars, mais il en perdait sa mathématique. Ok. Voilà. Donc, c'est pas gratuit, c'est pas naturel, tout ça. D'accord? Et moi, il y a un truc qui m'interpelle, là. C'est bien. Et votre digue, là, les enfants, bravo, parce qu'un marée haute, elle tient bien l'océan. Puis là, on a un bon coef. Il faudrait pas trop de vagues, mais c'est pas mal, hein. C'est vraiment bien. Moi, il y a un truc qui m'interpelle. Sur cette maquette, c'est pas toujours évident à voir, mais le bénéfice de toute cette histoire que je vous raconte, c'est que 70% du marais Poitevin, 70 000 hectares sur les 100 000, c'est pas dur les pourcentages chez nous, alors je l'arrondis un peu, hein. Mais 70% de cette zone humide, la deuxième plus grande zone humide de France, n'est plus inondable. 70% du marais Poitevin, c'est du desséché. Où le cycle de l'eau, là, il n'est plus livré aux règles de Dame Nature. Elles sont livrées depuis près de 10 siècles par endroit au productivisme, à un objectif. Se protéger, produire. Ok ? Alors je ne vais pas cracher dans la soupe. Ça nous a permis de nous développer. Il faut bien croûter, il faut bien manger, il faut faire du lait, il faut faire de la céréale, il faut faire de la viande. D'accord ? Et donc bien à l'abri derrière ces digues, là on peut produire. Dans certains secteurs, là, comme par ici, par exemple, les rendements en céréales aujourd'hui sont supérieurs à ceux de la Beauce. Les terres sont extrêmement productives. Le portefeuille agricole pèse lourd dans les choix politiques et environnementaux. Il ne faut pas le nier. Comment ? Alors, vous voulez dire, pas toute seule ? Oui, bien sûr. Alors, on va aller un peu plus loin. Dans cette argile là, dans ces vases marines qu'il y a dans tout ce comblement, et notamment dans la partie desséchée, il y a un petit coquillage qui vivait autrefois dans l'océan, quand c'était encore marin, qui s'appelait un scrobiculaire. J'en ai pas amené avec moi, tiens, c'est dommage. Ce scrobiculaire, quand il meurt, quand le marais est atterri, que ce soit naturel ou que ce soit par la volonté de l'homme en faisant des digues et en empêchant l'océan de venir, bien ce scrobiculaire, il meurt, il n'est plus dans la vasière maritime. Et la décomposition de sa coquille, qui est majoritairement composée de calcaire, va participer à larguer des éléments minéraux dans le sol, et ça va être vraiment déterminant sur la productivité des sols. C'est pour ça que là, on a des bons rendements, ce sont sur ces argiles ascrobiculaires, où là, agronomiquement parlant, c'est très très intéressant. Et par là-dessus, on va cultiver. Et il y a beaucoup de pédologues qui vous diront qu'on mange notre pain blanc. Qu'en surexploitant ces sols, on les épuise. On prélève tout ce qu'il y a de bon dedans. Et donc, il faut qu'on rajoute des intrants. Alors, au choix, vous êtes polyculteur-éleveur ou vous avez accès à du fumier, vous pouvez mettre de la matière organique pour rendre ces terres fertiles et puis faire des productions. Mais au rythme auquel notre planète bouffe et produit, ça ne suffit plus. Et on va taper les gros chimistes qui vont nous faire des engrais de synthèse pour augmenter la productivité. Okay. Il faudrait faire des ponts aussi. Comment ? Il faudrait faire des ponts aussi. Ah ouais, tiens, tu veux faire un pont ? Vas-y. Il en faut. Il faut traverser les fleuves et les rivières. Et les gués, c'est pas toujours facile. D'accord ? Donc, oui, se dessécher, pour moi, aujourd'hui, c'est 10 siècles d'aménagement. C'est un monde agricole qui s'est construit là culturellement sur
on façonne la nature à nos besoins, à nos orientations. Ok? Et puis on a un autre paysage derrière, en vert foncé, qu'on appelle le marais comment? Pardon, j'ai pas entendu. Mouillé. Le marais mouillé, lui, il va être aménagé beaucoup plus tard dans le temps. 1809, Napoléon va écrire une ordonnance. L'empereur va ordonner à son territoire d'aménager le marais mouillé comme le marais, en s'inspirant du marais desséché, qui est très productif. Mais ce marais mouillé, lui, il est obligé de recevoir l'eau. Il est la zone tampon. Il est tout ce qu'on n'a pas pu enlever à la Sèvre dans son fameux lit majeur. Ça va? Vous me suivez? Ok. Tout ça, on n'avait pas pu le gagner. C'était le dernier bout de marécage qu'on ne pouvait pas trop dompter. Et là-dedans, on avait des huttiers, les vrais Indiens de chez nous, qui étaient là, qui vivaient. Alors, c'est très romanesque, le huttier, parce qu'on a très peu d'infos dessus. Il ne nous intéressait pas vraiment. Il était en dehors du village. Il n'allait pas à la messe le dimanche matin, celui-ci. Ok. Alors, on vous raconte qu'il avait les yeux rouges, qu'il enfumait ses huttes pour chasser les moustiques. Enfin, c'est un peu bibliothèque rose, tout ça. Mais on sait très peu de choses sur le huttier. Mais qui, lui, vivait dans ce marécage indomptable, indompté. D'accord? Chasseur, cueilleur, pêcheur. Ok. Et puis là, on a la nouvelle intelligence qui arrive et l'empereur qui dit ça, on l'aménage. Et exit les huttiers, parce que c'est des terres communales, on va faire descendre plein de travailleurs. Vous êtes le 5e ou 6e de la famille dans une ferme de bocage ou dans une ferme de gâtine. La ferme, elle n'est pas pour vous, elle était pour le premier. Allez, tu t'en vas, tu vas plus loin. J'ai entendu dire qu'il y a du travail dans le marais mouillé, là-bas, là, dans ce marais Poitevin, pour aller creuser les canaux du marais mouillé. Eh bien, je descends y travailler, parce qu'en plus, quand j'aurai travaillé tout ça, je vais être payé, soit en monnaie sonnante et trébuchante, ou bien en foncier, parce que les communes, elles ne peuvent pas payer tous les bonhommes. Et donc, on va me donner un petit bout de terre, 40 arts. Mais c'est génial, 40 arts, pour fonder une famille. Donc, je creuse l'assainissement collectif, je fais ce qu'on appelle les conches, les canaux principaux, les canaux communaux sur lesquels on navigue en barque aujourd'hui. Et puis, j'ai un lopin de terre. Là, je creuse un fossé. Pour moi, un fossé privé, c'est du tertiaire. Ce fossé, il va me délimiter de mon voisin. Et puis, je vais exonder ma petite propriété du marécage. 1833, Monsieur Giraudot, le premier président du syndicat de marais des Deux-Sèvres. Dans ses mémoires, il écrit que il expliquait à tous ces paysans, ces néo-paysans, là, ces pionniers qui colonisent ce marécage, qui sortent les huttiers, qui sortent les Indiens, en même temps qu'on sort les peaux rouges des grandes plaines américaines. Exactement le même processus. Pas tout à fait les mêmes échelles, mais même processus. Ça, c'est une petite parenthèse que j'aime bien faire. Eh bien, ce monsieur Giraudot explique à ces pionniers, ces nouveaux maraîchers, qu'il faut aller chercher le bris du fond du marais, et il faut le mélanger aux tourbes vaseuses, aux tourbes marécageuses, pour faire un amendement. Il parle d'amendement. Alors nous, souvent, amendement, on se dit c'est un engrais, c'est un enrichissement. Mais là, l'enrichissement, l'amendement, il est plutôt dans un phénomène physique. En mélangeant le bris du fond aux tourbes vaseuses du dessus, on obtient des sols qui portent mieux. Et on peut mieux travailler. D'accord? C'est ça l'amendement du moment. Et imaginez, sur 100 000 hectares, eh bien, on a même changé la nature du sol. Il y a des géologues, des vieux géologues qui parlent de viol pédologique. D'accord? On a fait une entité qui n'existe pas naturellement. Ce sont des terres argilo-humifères. C'est une création humaine. Du fait de cette argile des couches profondes qu'on va mélanger aux couches supérieures, et du fait de le drainage, où on va diminuer la lame d'eau du marécage, on va arrêter l'asphyxie des terres, on va faire rentrer l'oxygène, on va minéraliser les tourbes, on va les travailler. Alors je reviens à ma petite éponge. Mais il ne faut pas trop d'argile quand même. Alors aujourd'hui, il ne faut pas trop d'argile. Il faut... Quand on creuse et qu'on remet ça sur le marais, plus rien ne pousse. Pas tout à fait. Pas plus rien ne pousse. La bardane pousse très bien sur les produits de curage, par exemple. Et l'abeille est contente de la butiner. Bon, mon baudet du Poitou est moins content de l'avoir calé dans les bourgs, par contre. Mais il y pousse des choses. Et oui, aujourd'hui, un bon cultivateur, quand il va passer la charrue ou la fraise, va bien veiller à ne pas remonter trop de bris dans ses terres au risque d'avoir des problèmes mécaniques et techniques derrière. D'accord ?
Il faut y penser. Et puis, un encore meilleur va se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de labourer? Mais les sols de marais sont tellement gorgés d'eau que le fait de les secouer, que ce soit un labour, une fraise ou quoi que ce soit, va faire rentrer de l'air dedans, va activer la vie du sol et va nous permettre de produire. Alors ça, si vous voulez, vous viendrez visiter mon jardin, on en reparlera de ces problèmes d'asphyxie de sol, de démarrage, des modes de marée et tout ça, des jardins primes plus ou moins, des légumes primeurs, etc. etc. C'est des objectifs aussi, quand dès les ponts du mois de mai on vous dit « t'as pas des tomates, t'as pas des tomates ?» vous êtes tenté de faire rentrer un petit peu d'air et puis de baisser un peu les niveaux d'eau du marais pour pouvoir produire plus vite, plus tôt. D'accord? Ça en fait des notions. Un truc en plus. Ces tourbes, qu'elles soient des tourbes acides, des tourbières de montagne ou de Bretagne, ou que ce soit des tourbes alcalines chargées de calcaire chez nous, et nos machines à laver, elles le savent que notre eau, elle est calcaire ici. Hein. Eh bien, ces tourbes, quand elles sont gorgées d'eau, elles sont gonflées, comme mon petit marais. Par contre, si on les prive de leur eau, comme l'éponge, elles vont se dessécher, elles vont perdre du volume. D'accord? Par contre, l'avantage de l'éponge, c'est que si je veux la réveiller, je la mets dans l'eau, elle reprend son volume. C'est comme ça qu'on choisit sa bonne marque d'éponge d'ailleurs. Hein, okay, celle qui l'encaisse le plus grand nombre de fois possible. D'accord? La tourbe, elle, naturellement, une fois qu'elle a pris l'oxygène, une fois qu'elle a brûlé avec l'oxygène, qu'elle s'est minéralisée, elle ne regonflera jamais. C'est terminé. D'accord? Si bien que, dans ce secteur-là, dans la vallée du Curé, on a mesuré des tassements de sol de plus d'1 mètre par ces phénomènes. Où nous, par rapport à nos objectifs, on draine, on sort ce trop plein d'eau, on peut enfin cultiver, mais là, la tourbe, elle se consume, la matière organique se transforme, et du coup, les sols se tassent. Et là, je vous rejoins, madame. L'océan est en train de remonter, et nous, du fait de nos pratiques, qui nous nourrissent, qui remplissent les rayons des grandes surfaces, hein, mais on continue à descendre nos niveaux de sol. Donc d'un côté ça monte, de l'autre côté ça descend, et on va continuer en permanence à devoir lutter contre ces niveaux d'eau-là. C'est un truc de Shadok, ça. D'accord? Et pomper, pomper, pomper. Comment? Dans les tourbières, notamment du côté, oui. Les arbres, quand il y avait les pieds dans l'eau, les racines, moi j'ai des photos, les racines sont au-dessus. L'arbre, les racines sont un peu comme les palétuviers en Afrique. Ouais. Tout à fait. Ça joue. Ça joue. Alors on invente des choses. On va y aller. On invente des retenues. Ici, par exemple, il y en a qui reconnaissent ce coin-là. C'est en Vendée, au-dessus de Fontenay-le-Comte, sur le lit de la rivière Vendée. Le lac de Mervan, qui est une retenue qui a à charge de produire, d'alimenter pour faire une eau potable. Hein. Et du coup, eh bien, ce barrage, on va stocker de l'eau en surface. Et puis, eh bien, quand toutes nos pratiques sont en place et qu'on a besoin d'eau à cette saison, eh bien, on peut ouvrir le barrage, ça coule ou pas? Et on peut envoyer un petit peu d'eau. Voilà. Et puis, une fois qu'on en a vendu assez, alors là, par là, hop, ça devrait partir par ici. Une fois qu'on en a vendu assez, on ferme le barrage. Ok? La Vendée est un département qui a énormément développé ce qu'on appelle les retenues collinaires, le stockage d'eau, aussi bien pour l'eau domestique, pour l'eau agricole et pour le maintien des écosystèmes aquatiques. Lutter contre ces fameux étiages, hein, ces à sec où nous, hommes blancs, on ne supporte pas trop quand la rivière est à sec, oh là là, c'est catastrophe. Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus, biologiquement parlant, un étiage, un à sec, ça peut être naturel. Il y a bon nombre de ruisseaux, de cours d'eau qui s'assèchent naturellement parce qu'ils ne sont plus alimentés. Mais, il ne faut pas se voiler la face non plus, nos pratiques humaines vont augmenter les périodes d'assec et vont augmenter le linéaire de cours d'eau à sec et la durée dans le temps. Quand on remplit nos piscines, quand on lave nos bagnoles, quand on en balance à fond en pulvérisation aérienne sur nos cultures, parce qu'en plus on les vend au poids, et donc il faut faire du lourd, donc on va mettre beaucoup d'eau dedans, eh bien tout ça va faire que les assecs vont être plus précoces dans le temps, plus tardifs aussi, et sur des linéaires beaucoup plus importants.
Mais par endroits, c'est tout de même naturel. Et il y a même des espèces animales et végétales qui en profitent de ça. Il y a des arbres et des végétaux de berges qui, quand il y a un étiage qui arrive, ils font du renouvellement racinaire. Parce qu'ils ont de la place, ils ont de l'air, ils vont envoyer, ils vont se reposer un peu. Et puis quand à l'automne l'eau va revenir, ils se seront bien réancrés et c'est bon. Mais si par contre l'étiage, il est déréglé par les pratiques humaines, là la plante, elle n'a plus tout à fait les armes pour encaisser. Et on a des simplifications de la diversité de plantes sur les berges parce qu'elles n'encaissent pas bien les dérives de nos pratiques. Ok? Ouais. Quand tu parlais de Mervan, tu Oui. disais quand on a assez vendu d'eau, il y a bon ou c'est juste distribué comme ça? Alors ça dépend des ouvrages. Ah non, rien n'est gratuit dans ce monde, mon brave monsieur. Eh, vous savez combien ça coûte un grand mur en béton? Ah, faut l'amortir, d'accord? Alors, Mervan, c'est surtout pour l'eau potable, ok? Et il y a des objectifs de maintien des bons états biologiques des cours d'eau. Et puis ils peuvent y participer aussi. Aujourd'hui on commence, bienvenue au 21e siècle, au début du 21e siècle, on commence à intégrer que dans nos pratiques, il faut qu'il y ait une part aussi dédiée au maintien du bon fonctionnement des écosystèmes. D'accord? Donc ici, notamment aquatique. Et par contre, sur un affluent de la Sèvre en Niortaise, il y a un barrage, le barrage de la Touche-Poupard. Lui, son job, c'est de faire du maintien d'étiage et c'est de vendre de l'eau à des exploitants. Alors un exploitant, il va avoir une pompe dans la rivière avec un compteur. Il va acheter tant de mètres cubes au barrage. Le barrage le lâche dans la rivière, ça descend en gravitaire et lui, il pompe ce qu'il a acheté. Et c'est relevé sur son compteur. Voilà. Ok? Et en plus, il y a l'objectif de maintenir un bon niveau d'eau dans la Sèvre pour que, entre juillet et août, il y a quand même un petit peu de monde qui vient, il y a une petite économie, il y a des étudiants qui s'arrondissent quand même bien leur petite saison pour s'acheter le permis puis la bagnole pour pouvoir continuer leurs études. Et il faut qu'ils aient de l'eau dans les rivières aussi pour passer. Et il faut que la grenouille chante. Enfin, il n'en reste plus beaucoup à chanter. Et du coup, ça contribue à tout ça. D'accord? Alors je vais démystifier un truc, je vais en profiter, même si je suis en Charente-Maritime. Souvent on dit que jusqu'à la sauterie, que le barrage de la Touche-Poupard, là, c'est que pour Coulon. Et que, de toute façon, il faut voir, c'est eux qui ont de l'eau, puis de l'autre côté du barrage, c'est tout, les berges sont à nu, le niveau d'eau baisse. Alors c'est pas si vrai que ça, c'est aussi lié un petit peu à la géologie. Jusqu'au barrage de Coulon, on est efficace. L'eau qu'on lâche va être efficace pour maintenir ce fameux étiage, ce niveau d'eau d'été. Et passer le barrage de la Sauterie, le marais s'élargit, et là ça nous devient difficile de maintenir les niveaux d'eau. Donc c'est pas juste les quelques patrons d'embarcadères de Coulon qui sont capables de négocier, dire nous on a de l'eau, les autres on s'en moque. C'est aussi vraiment physique. Jusqu'à là-bas, l'eau, elle n'est pas de la même couleur. La Sèvre est encore sur un débit de rivière. Et puis dès qu'on passe la Sauterie, on va avoir des eaux où l'argile est beaucoup plus en suspension. On est sur un système beaucoup plus eutrophe et très différent qui fonctionne encore différemment. Et puis avec des fuites dans le plateau qui s'en vont déjà vers l'océan. Ok? Voilà le principe. Alors bien sûr, l'eau, elle ne coule pas que à la surface, avec nos petits nuages. Par endroits, l'eau, elle s'infiltre dans le sol. Et ça ressort où tout ça? Ben, de l'autre côté. Où ça? Montre-moi avec ton doigt. Pardon. Ouais, t'es d'accord? Ouais. Et c'est quoi? Comment on peut appeler ça? Ça porte un nom. En tunnel? Non. En puits? Non. On dit que l'eau, quand elle sort de terre comme ça, dans le début d'une rivière, ça s'appelle une source. Ça va sourcer tout au pied du coteau. Ça, faut bien en être conscient aussi. Allez, c'est la dernière petite notion technique que je veux vous apporter. Et puis on est dans les délais en termes de temps. On pourra débriefer tout ça ensemble. Ici, là, quand l'eau rentre dans le plateau calcaire et puis ressort au niveau du marais Poitevin, sur une zone de contact, on va appeler ça notamment là, dans ce secteur-là, des bouillants. Allez vous balader du côté de Bouillé, cours d'eau, qui a ces fameux bouillants. Trouvez-les, les bouillants. Cherchez dans votre territoire sans forcément faire un rallye internet organisé par des structures comme ça qui vous organisent votre tourisme. Essayez de lire les cartes et d'aller les trouver, les bouillants. Interrogez les vieux du coin et voyez ces endroits où l'eau sort de terre comme ça, très claire, très fraîche, et puis qui alimente le marais. D'accord? Ces zones de contact là.
Alors, dernière petite chose. Il y a la plaine, le jaune anis. Là. Il y a le marais, il y a le coteau entre la plaine et le marais. D'accord ? Sous la plaine, il y a les nappes phréatiques. L'eau s'infiltre, remplie des nappes. On a une géologie ici qui est difficile à recharger, qui est compliquée. Et les préfets et les hydrogéologues s'arrachent les cheveux pour calculer les volumes d'eau disponibles, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on le partage, oulala. Et cette nappe phréatique, quand elle arrive au niveau du marais Poitevin, quand elle va être sur ces zones de contact, là, tout du long, elle va se déverser dans le marais. Et dans le marais, il n'y a pas de l'eau que dans les canaux. Vous faites un trou au milieu d'une parcelle, vous allez finir par trouver l'eau aussi dessous, dans la terre. C'est ce qu'on appelle une nappe alluviale. Ça, c'est beaucoup moins connu. D'accord ? Alors, la nappe phréatique se jette dans la nappe alluviale. Ok ? Tout va bien ? Bon. Mais si on est irresponsable dans la plaine, si on intercepte, si on parasite la nappe phréatique, pour plein de raisons, il faut qu'on boive, ok ? Il faut que nos bagnoles brillent, il faut que nos piscines soient bien remplies, il faut qu'on arrose nos cultures, d'accord ? Donc on va faire des captages dans la plaine, on va aller pomper ces nappes phréatiques, on va faire des puits et puis des captages. Et du coup, on va intercepter cette eau avant qu'elle arrive dans le marais, d'accord ? Et on va, en tirant trop dessus, on va baisser le niveau de la nappe. Si bien que par endroits, la nappe phréatique de la plaine, en baissant, va se retrouver sous le niveau de la nappe alluviale, de la nappe de marais. Et par endroits, ici, en fonction des saisons... Il aime beaucoup la nappe alluviale. En fonction des saisons, si on influence trop la nappe phréatique, eh bien, la nappe alluviale, elle va être au-dessus, donc c'est mécanique. Elle va retourner à la source. Ok ? Et par endroits, on peut observer, de moins en moins, parce qu'on essaye d'y travailler, mais c'est très complexe, on peut observer des rivières qui se mettent à couler à l'envers, qui retournent à la source, qui réalimentent la source. Allez raconter ça au Pont-Rouge. Ici, l'homme blanc fait couler les rivières à l'envers. Et je n'exagère pas. Canal du Mignon, sorti pour aller voir les rivières. Le Mignon, notamment, est un endroit où on peut le constater visuellement. Quand on voit un pêcheur dont le bouchon part à l'envers, sans poisson, Oui. il se pose des questions. Oui. C'est juste parce que la rivière... Ça existe ici. C'est une des dérives de nos pratiques dans le marais Poitevin. C'est très très visible chez nous. Voilà. Et imaginez une autre surface qui re-rentre violemment à l'intérieur des terres, qui recharge les nappes, là où une nappe phréatique est faite pour se charger en passant au travers d'un énorme filtre. C'est pas du tout... On fait marcher la machine à l'envers. Biologiquement, sanitairement, ça peut nous poser des petits problèmes. Et éthiquement parlant, ça m'interpelle. Voilà. Donc, toutes ces pratiques-là sont vraiment un problème. Et c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer sur ce fonctionnement global du marais, pour pas juste regarder la rivière au bout de chez soi, et puis voir un peu à quoi elle est connectée, et comment dans tout ça. Est-ce que ça vous va ? Je vous propose d'en arrêter là, dans tout ce volume-là, c'est déjà énorme. Et puis, si vous le souhaitez, on peut en causer, vous pouvez venir faire vos expériences, c'est un simulateur. Il n'y a pas de lentilles. Ah, la lentille. Guillaume, on va faire une soirée. Pourquoi j'ai perdu mes lentilles? Ça, va falloir qu'on en parle aussi. Ouais. Alors, la lentille, elle souffre de plein de choses. Elle souffre de la qualité de l'eau, mais de la quantité d'eau. Hein, le qualitatif et le quantitatif. Et elle souffre d'un cocktail chimique, d'un cocktail biologique, avec l'introduction d'espèces exotiques envahissantes également. Mais attention, il me faudrait encore 1 heure pour que je vous en parle bien avec des pincettes, parce qu'il ne faudrait pas aller accuser une étrangère de venir nous bouffer nos lentilles. C'est un peu de mal avec ces discours-là. Et puis elle souffre également de l'état global et des conséquences de 10 siècles de pipage du cycle naturel de l'eau. Voilà. Parlez-en en languille aussi. 10 siècles d'ouvrages qui encombrent le franchissement, les migrations naturelles, etc. Mais encore une fois, je ne vais pas cracher dans la soupe. Ça a permis de développer un territoire. Ça a permis d'accéder à la culture, à la santé, à la nourriture.
Il y a 7 milliards d'êtres humains. Après, où sont les objectifs? Le 21e siècle ne fait que commencer, à nous de relever les défis. C'était une petite sensibilisation à la complexité du schmilblick. Merci. Et si vous voulez, vous pouvez jouer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Regarde, tu veux une grosse crue? La grande évaille!